fait l'exposition sur le dessin, quand j'ai écrit ce texte, cette phrase dit il faut toujours suivre le désir de la ligne. Et le point où, jusqu'au point où elle veut disparaître. C'est une phrase quand même extraordinaire, parce que Matisse dit qu'il faut suivre le désir de la ligne, et c'est un génitif subjectif, je pense. C'est-à-dire que c'est la ligne qui est un désir. Maintenant, en fait, je me rends compte, oui, qu'on peut aussi dire que c'est un génitif objectif, c'est-à-dire c'est mon désir de la ligne. Mais mon désir de la ligne, c'est le désir justement de la ligne, de la délinéation. C'est le désir qu'une ligne se trace. Ce n'est pas le désir de telle ligne. Donc ça, je crois que cette phrase de Matisse, d'abord c'est la phrase d'un artiste, d'un très grand artiste. C'est la phrase d'un artiste qui à un certain moment s'est mis à me faire que des découpages. Certes, des découpages avec des papiers de couleur. Bon, alors, bien sûr, on peut aussi parler de la couleur là-dedans. Peut-être que la ligne ne va jamais sans cet autre désir qui est celui de la couleur. Peut-être que la ligne est plutôt désir et la couleur plutôt plaisir, on pourrait dire, quelque chose comme ça. Bon, mais ça reste encore très théorique. Et même maintenant, en t'écoutant, j'ai pensé à une autre possibilité. Là, c'est celle-là. Parce que la question d'un architecte est qu'il demande quelle pratique de l'architecture. Et souvent, on m'a demandé ça, et à peu près jamais je ne sais répondre. C'est-à-dire, si une architecture veut signifier ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire, il y a des architectes qui ont fait ça, qui ont fait des dessins de bâtiments inconstructibles. Bon, on peut faire des axonométries comme ça, de trucs qui sont suspendus en l'air, mais c'est pas ça. Donc, maintenant, pour la première fois, peut-être je me rends compte que peut-être il faut faire appel à quelque chose qui est notre part à tous, comme dit Mallarmé, notre part à tous, notre part à tous dans l'architecture, c'est quoi? C'est d'habiter l'architecture. Qu'est-ce qu'on fait quand on habite? Quand on habite, on est dans un certain volume et une composition de volume interne, volume externe, disons. Et ça, ces volumes, ils ont été dessinés avec certains projets. Et on ne peut pas ne pas avoir de projet. Non. Mais moi, quand j'habite quelque part, qu'est-ce que je fais? De toute façon, je ne touche pas vraiment au projet. Enfin, je ne déplace pas les fenêtres. Bon, je peux un peu déplacer quelques cloisons. Enfin, en revanche, j'introduis une sorte de structure. J'entasse des choses. Nous faisons tous plus ou moins ça. Peut-être qu'il y en a qui sont plus ordonnés, d'autres moins ordonnés. Moi, je ne suis pas particulièrement désordonné, mais après, c'est la vie qui, amène forcément du désordre. Par exemple, sans doute, beaucoup d'entre nous sont encombrés par les livres, et aussi par les CD, par les DVD, on ne sait pas bien comment les ranger. Alors,
Prenons les DVD. Les CD d'abord, les CD. Au moment où le CD est apparu, il y a plein de designers qui ont fabriqué des présentoirs pour les CD, des trucs pour ranger les CD. En général, des objets un peu, je sais pas si commodes, très commodes, tous les CD rangés comme ça, mais je sais pas comment dire, introduisant une sorte de surpoids de forme dont, au fond, je dirais, moi, je me suis dit spontanément, mais je ne veux pas ça. Je ne veux pas ce gros truc bien designé comme ça. Et alors finalement, je range mes CD dans des rayons de bibliothèque. C'est-à-dire la ligne la plus, de toute façon, la plus neutre, le casier. Mais ce que je fais dans le casier, ça c'est encore autre chose. Parce qu'après, il faut un principe de rangement ou pas de principe. Et on ne respecte jamais ces principes. Ou bien cas qui est très remarquable, le cas justement des dessins ou des peintures qu'on peut avoir, qu'on peut acheter, recevoir. Un jour, il y a déjà très longtemps, je ne sais plus qui, mais c'est un artiste m'a appris qu'il n'accrochait jamais aucun dessin, ni aucune peinture, ni de lui, ni d'autres gens, parce que c'était pas fait pour ça. Ça m'a enchanté, et depuis je n'accroche rien chez moi, sauf certaines choses, parce que par exemple, quand on a une série de petits tableaux, c'est un peu difficile de mettre tout ça par terre. Mais donc celle-là, je vais accrocher. J'aime beaucoup l'idée de ne pas accrocher les tableaux et de les poser par terre contre le sol. Donc on peut les bouger à n'importe quel moment. Et quelquefois aussi, ils passent derrière les meubles, on ne les voit plus, ils passent derrière un fauteuil. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il se passe qu'il y a une certaine forme, un format formance de l'habité et de l'habitant. Et c'est ça, habiter, c'est tripoter les choses sans, à la limite, je dirais, à la limite justement du design. Il y a des gens, comme on a connu aussi, des gens qui veulent habiter selon le design. Alors ils choisissent les meubles selon un design, etc. Alors on peut choisir de mélanger les designs, au contraire d'avoir un seul design. Bon, c'est une possibilité, mais pour moi, je la ressens comme une possibilité qui est en même temps ferme, parce que c'est plus de la formance, elle est complètement prédonnée. C'est prédonné, alors même si c'est très... Oui, évidemment, il y a des... Moi aussi, j'ai chez moi des choses qui viennent d'ailleurs. J'ai un fauteuil de Corbusier. Oui, bon, on fait avec, mais bien, par exemple, je connais quelqu'un qui a une salle à manger, je ne sais pas quel designer, qui est entièrement sur le motif des ossements. Il y a la table, les chaises et tout, et les couverts, ce sont des ossements. Alors on est assis, on a le dossier comme des tibias, mûrs, et tout est à la main. Là, évidemment, il y a tout un choix. Évidemment, tout là. Très loin. Bon. Alors, cette affaire d'habitation a l'air de rien, mais maintenant, si on se tourne vers le dehors aussi, et dans le dehors, c'est pareil. Tous ces derniers, depuis longtemps maintenant, les architectes urbanistes, ils cherchent à aménager les espaces. Voilà, et alors dès qu'on ordonne juste un peu trop, ça se fige, ça ne marche plus. C'est la question, par exemple, c'est la question des rues piétonnières. Les rues piétonnières, c'est très bien. Le problème, c'est que quand on fait aussi, nous désordonnons, par exemple, tous les
une expérience post-constructionniste, post-moderne à l'époque où je parle de la mécanique. Bon, là, on a aussi quelque chose de cette façon. Même là où il était déconstruit, si on peut dire, entre guillemets, et là, c'est marché avec la même façon. C'était déjà épuisé. Et oui, c'est bien sûr, parce que c'est justement parce que c'est programmé. Et parce que c'est ça. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a. Alors, un autre exemple, je crois qu'on peut prendre à l'échelle de la ville. Qu'est-ce qui fait pas seulement le charme, mais le charme. Ça a l'air d'être une notion un peu bébête, un peu divinette, mais non. L'attrait, l'intérêt d'une ville comme Coimbra, d'une ville comme, je ne sais pas, Montpellier, certains endroits de Paris, c'est que ce sont quelquefois des villes entières, ou au moins de grandes parties de villes, qui se sont faites peu à peu. Comme ça, un jour on ne sait pas très bien comment, il y a des rues qui sont comme ça. C'est pourquoi c'est complètement idiot de faire une rue comme ça. Donc, en effet, l'esprit romain, à partir du camp militaire romain, a inventé le plan quadrillé. Mais le plan quadrillé, qu'on retrouve dans un certain nombre de villes d'ailleurs, je ne connais pas des villes royales comme Turin ou les villes américaines, bien sûr. Bon, on sait bien qu'il y a quelque chose là qui fait quoi? Qui fait que ça arrête la possibilité justement de venir ajouter quelque chose là, de tourner là où il n'y avait pas de tournage. Bon. Voilà. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. Je sais seulement que ça fait très longtemps que je me dis qu'il est extrêmement frappant que l'urbanisme est quelque chose qui se met très facilement lui-même en contradiction avec lui-même parce qu'il veut ouvrir des espaces, permettre la circulation, la rencontre, et en même temps il ferme. Parce qu'il définit. Mais il faut bien qu'il le fasse. Oui, il faut faire parce qu'il y a tout un programme, donc il faut obéir. Je ne sais pas, mais il y a pas beaucoup de possibilités de développement. Parce qu'au niveau du travail, par exemple, je parle de la part des architectes qui sont invités de faire un projet. Le projet, toujours, c'est quelque chose qu'il faut être inventif, mais en même temps, il est très formel. Parce qu'il essaie de faire une nouvelle version, de trouver des principes ou même c'est vrai considéré comme des arts. Là, il y a un problème ici dans les livres, parce que vous posez dans les bases ici de vue de la structure de projet à côté de, je sais pas, à côté d'industriels, design, botanistes, si je ne me trompe pas. Parce que vous dites par exemple qu'il y a deux vérités, il y a une vérité qui est pensée comme conformité, vérifiable, vérifiable, etc. Et de l'autre côté, les projets artistiques, la vérité artistique, qui se peut dire que non formée, etc., par conséquence non reconnaissable, non identifiable, etc. Bon, et là, moi j'ai une différence avec vous, si vous voulez, parce que moi je considère que la structure au début, c'est-à-dire au moment du suivi, au moment de conception, si vous voulez, ça marche comme là, c'est-à-dire qu'il faut être inventif, il faut inventer quelque chose qui est de l'ordre d'impossible presque, d'événements, d'impossible, je ne sais pas quoi, au niveau de dessin, parce que l'architecte, bon, maintenant il travaille avec le métal civil, aussi avec l'ordinateur, etc. Mais toujours, mais avant, quand même que ça t'aide. oui, mais avant il y a les coquilles, s'il n'y a pas de coquilles, il n'y a pas de structure. Bon, il n'y a pas la partie, il n'y a pas l'idée. Bon, là, il faut être inventif. Là, le dessin, c'est la même ordre, la même génération, le même ordre que le dessin artistique. Moi, je ne vais pas côté de mécanisme, je ne sais pas comment on marche le mécanisme, mais je ne crois pas que c'est la même. Peut-être on le voit du côté. J'ai dit ça, botaniste. Oui, je crois, c'est un peu varié. Bon, phase 1,
c'est là que ça tombe du dessin industriel, du dessin d'architecte, du dessin de botaniste. Oui, ah, le dessin, oui. Moi, les dessins. D'accord, j'ai tort. Hein? D'accord. Non, vous avez raison. Non, j'ai tort parce que je vais penser là le dessin d'architecte que comme le dessin de plan et pas du tout comme le croquis. D'accord. Je vais, amende honorable, la prochaine édition, il va y avoir une modification. Non, absolument. Parce que le croquis, l'esquisse qui était justement ce dont j'ai découvert toute l'importance en faisant cette exposition, c'est justement ceux qui n'obéissent pas au plan. Et aujourd'hui, c'est plus faiblesse parce que les instituts dans les écoles, les étudiants aujourd'hui, ils ne connaissent pas de dessiner des croquis. Je sais. Il y a beaucoup d'architectes qui disent ça maintenant. Il faudrait même réintroduire dans les écoles d'architectes la pratique du croquis, de l'esquisse, parce que sinon, il n'y a plus que les pratiques. Et c'est le même problème, par exemple, dans l'école de Beaux-Arts, où les artistes commencent justement à travailler avec l'installation. Bon, ils ne dessinent pas. Bon, là, c'est aussi l'installation, je veux dire, de façon empirique, de façon rationnelle. Oui, alors, est-ce que tout ça ne renvoie pas fondamentalement, pas seulement à la pratique du croquis, certainement qu'il y a quelque chose dans le fait de dessiner avec la main, de dessiner avec certains moyens, certains crayons, certaines plumes, certains fuseurs, ça n'est pas les mêmes dessins. Certainement. Mais en même temps, je crois que très profondément, ça renvoie à toute la civilisation. Les villes comme Coimbra, elles se sont construites à partir de successions d'événements, plus ou moins erratiques. Alors un jour c'est tel prince ou noble qui veut se faire installer, et après l'endroit. Un jour c'est l'université qui se donne au moins un premier bâtiment, mais après c'est en même temps, peut-être cette croix elle appartient à l'université, c'est peut-être de l'université. Mais ça pousse comme ça dans une sorte de. Oui, l'absence de plan général. La question c'est sans doute celle du moment où est apparu le plan général, disons le moment haussmannien, qu'on appelle haussmannien en France, c'est-à-dire le préfet de Paris de Napoléon III qui a redessiné Paris, enfin une grande partie de Paris, en passant de grands boulevards. Et comme on rappelle souvent, les grandes avenues bien ouvertes et bien droites de Haussmann avaient aussi comme destination de permettre de tirer plus facilement au canon sur d'éventuels révolutionnaires. Parce que, justement, l'expérience de 1848 avait montré que les barricades peuvent être très très efficaces quand les rues sont étroites, tordues, tandis que dans une grande avenue, c'est même une très très bonne barricade, vous pouvez envoyer un char. Bon, mais mettons même que ça n'est qu'un à côté. Donc, voilà, la question c'est, peut-on pas penser, parce que penser, justement, et peut-on pratiquer, en effet, une architecture aussi bien intérieure que extérieure, et donc aussi un urbanisme, et qui reste aux limites du projet. Parce que, d'accord, il y a le croquis, mais après le croquis, il y aura forcément quand même un plan. Et après, il faudra quand même couler du béton. Oui, il faut travailler avec les règles de construction, etc. Mais la construction, c'est vrai qu'après, même le projet, oui, c'est presque très important, très dominant à la fin. Parce que finalement, il y a tout qui peut être
construction, plutôt de la construction. Et donc, je ne sais pas comment, la question c'est peut-être comment nous pouvons se délivrer de cette industrialité de la construction qui est tout à fait dominante partout, même par plusieurs questions. Il y a toujours à faire construire. Oui, mais justement, ça, on peut dire, c'est pour moi une des questions ouvertes par la déconstruction. Parce que je pense que tout le monde ici qui s'occupe de déconstruction depuis assez longtemps connaît comme moi, mais peut-être c'est moi qui l'ai pas connu depuis longtemps, on connaît la question, et alors, quand est-ce que vous allez reconstruire? Là, on me l'a demandé, on l'a demandé à Derrida, pas 100 000 fois. Et ça m'a toujours frappé, d'autant plus que justement, avant, disons, dans les années avant que je découvre Derrida, j'ai appartenu à un moment à une sorte de mouvement, d'équipe, qui s'appelait Reconstruction. Et c'était syndical. C'était la reconstruction du syndicat qui s'appelait avant CFTC, c'est-à-dire Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, et qui avait décidé de ne plus être chrétien, qui est devenu, qui s'appelle aujourd'hui la CFDT, c'est-à-dire la Confédération Française des Travailleurs. Et tout le mouvement qui était la gauche du syndicat, qui s'était emparé de penser et de pratiquer cette transformation, s'appelait reconstruction. Et maintenant, je me dis, cette reconstruction, c'était comme, c'était comme la pensée qu'il y a eu de mauvaises constructions, donc ça faut démolir, et après on reconstruit, mais on reconstruit autre chose, peut-être avec quelques éléments d'avant, mais bon. Mais justement, je pense que la déconstruction, on pourrait peut-être dire que Derrida lui-même, en tout cas, il a deux manières d'arriver au bout, justement, et de se trouver devant la question de la reconstruction. Une manière, c'est, je crois que plusieurs fois, ça lui est arrivé de dire, mais écoutez, il n'est même pas question de reconstruire, parce que on n'a rien démoli. C'est pas ça. On déconstruit, on démonte, on regarde comment ça fonctionne. Et après, peut-être que ça fonctionne à la fois pareil, mais autrement. Et comme c'est tout cet aspect qui, pour moi, se rattache toujours à cette formule de Derrida qui est, je ne sais même pas si elle est écrite quelque part, mais je l'ai entendue en tout cas, mais il y a tellement longtemps, qui est que la clôture de la métaphysique n'est pas transversale à l'histoire de la métaphysique, mais longitudinale. C'est-à-dire, ça, c'est que justement, Heidegger, il a fini par voir un peu ça. Enfin, le plus souvent, il ne le voyait pas bien. Heidegger, il dit, avec Platon, coupure. Et après, immense oubli de l'être. Au contraire, la formule Derrida veut dire, pas du tout. Dès Platon, si on veut, dès Anaximandre, etc., ça se divise toujours en deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des formata et des formats formants, qui ne cessent pas de se former. Alors ça, c'est un aspect des choses. Mais l'autre aspect des choses de Derrida, je trouve, c'est que Derrida, il a aussi été du côté, oui, d'une certaine structure. Je crois que j'ai comme l'instruction, j'ai oublié ça après ça marche, j'avais pensé avant. Mais, je veux dire, quand on. Ben là, je renvoie aussi à ce que je dirai demain, je veux dire, Glas, qu'est-ce que c'est Glas? Un peu de la structure, Glas. D'ailleurs, Glas, il a écrit, composé assez vite, 2 mois, avec des ciseaux. Pas seulement en écrivant, mais aussi en coupant des textes en collant, en ajoutant un peu. C'est quoi ça? Évidemment, tout le monde dit c'est pas
c'est pas du travail philosophique, c'est quoi? C'est une étrange masse, comme ça, dans laquelle il écrit, lui, ils ne m'attraperont pas, parce qu'ils croient que je suis dans la colonne de droite, mais je suis dans celle de gauche. Quand ils croient que je suis à gauche, je suis à droite. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de grosse masse dont on peut, à laquelle on peut trouver, je dirais, peut-être tous les défauts qu'on voudra, mais on ne peut pas comprendre, on ne peut pas arriver à en tirer vraiment une pensée organisée. Oui. Mais justement, c'est ça. C'est ça. Oui, mais c'est même pas le fragment, c'est pas le fragment romantique qui est dans, Schlegel dit, c'est comme un petit hérisson fermé sur lui, et tout l'organisme de l'hérisson est là-dedans. Non, c'est plutôt, excusez-moi, je ne trouve pas d'autre mot que ce mot à beaucoup français, c'est le bordel. C'est pas le bordel au sens historique du mot, parce que le bordel au sens historique du mot est assez organisé. Et en français, je sais pas, peut-être dans d'autres langues aussi, on dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, on le dit tout le temps, en français en tout cas. Bordel, c'est le lieu du désordre. Le désordre, c'est la débauche, etc. Bon, oui. Et or, prenez Derrida par un autre bout, je peux dire que même plus classe, c'est la sempiternelle question des définitions de la déconstruction. Bon ben, là, Fernanda la déconstruction n'a pas besoin de la déconstruction. Mais il y en a en même temps, il y en a 36, y compris la déconstruction, c'est l'Amérique, qui est en même temps une définition qu'on peut parfaitement bien commenter. Mais, et ça, je dirais, c'est voilà, c'est un côté comme ça, je dirais, structif. Alors, qui veut dire quoi? Il veut dire quoi? Peut-être qu'il ne veut rien dire, justement. Et peut-être que ça n'est pas un projet. Peut-être que ça ne donne même pas une sorte de modèle. Ça, je ne dirais absolument pas. Il ne faut se même pas faire un long truc là. Ce serait quoi? Glo? De toute façon, tout est déjà là. Donc, alors, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt, voilà, c'est juste ça que je voudrais ajouter maintenant, parce que ça, à un moment donné, toucher à ça aussi, il s'agit plutôt de ceci que dans la formance, et elle-même toujours revenant à son caractère formance, ne s'en dessaisissant jamais complètement pour le laisser être formé, il s'agit essentiellement d'une force. Il n'y a pas de formance sans force. Sans force formatrice. Force formatrice. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la force formatrice? C'est quelque chose dans. Enfin, je me dis, qu'est-ce que c'est? Mais c'est ce qui apparaît dans la philosophie, en leur cas, avec Kant. Et c'est quoi? C'est la vie, comme dit Kant, pour laquelle nous n'avons pas d'analogone. Et justement, je dis, même pour Kant, la force formatrice de la vie, la Bildende Kraft, pour laquelle justement il n'y a pas d'analogone, c'est-à-dire nous ne pouvons pas donner un modèle, surtout pas un modèle schématisant, ce que c'est que la force formatrice. Or, c'est la vie. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire la vie comme force formatrice? Eh bien, ça veut dire justement un certain bordel. Je veux dire, la vie, c'est quoi la vie? Et c'est ça qui fait le problème de Kant. Kant, c'est le premier
Peut-être, je pense. Ouais, je pense. C'est le premier philosophe qui est saisi de panique à l'idée que la totalité de la nature, ça fout le camp dans tous les sens. Pourquoi? Ça, c'est simplement l'effet de la mort de Dieu, non de la mort du grand architecte. Quand il n'y a plus de grand architecte, ça fout le camp. Et alors, cette page étonnante où Kant dit: et si jamais en un seul jour la terre se couvrait de glace et de fleurs, et si l'arbre était en même temps parce que très lourd et très léger, et rouge et noir, blanc, je sais plus comment, une espèce de vision comme ça, complètement affolée, qui veut dire que quand, avec une conscience extrêmement aiguë, de ceci qu'à partir du moment où il n'y a plus un édifice métaphysique, parce que l'architecture a été un modèle comme ça, d'ailleurs chez Kant aussi, Kant aussi veut construire une métaphore. Oui, mais une métaphore, mais une métaphore qui est inscrite déjà comme plus que métaphore dans le archi, le principe, le commandement, etc. Donc Kant est le premier qui se rend compte que s'il n'y a pas une architecture métaphysique, on ne sait plus où on va, et ça peut foutre le camp dans tous les sens. Alors Kant déploie une énergie considérable pour penser une finalité sans fin, pour penser un comme si, un progrès de l'humanité ou l'histoire, etc. Mais au fond, je pense que Kant n'a jamais été très rassuré. Bon, pas lui, mais alors après, on peut dire évidemment une quantité de gens qui ont essayé de construire à nouveau, et c'est pas par hasard ensuite que la destruction de Heidegger intervient là-dedans comme un ébranlement qui est justement l'ébranlement non seulement des édifices métaphysiques, mais aussi de la tentation et de la tentative de faire des analogues d'édifices et de Kant, comme s'il y avait une finalité dernière. La finalité sans fin est comme ça sort un peu de la pensée humaine. C'est quelque chose de dehors de la finalité sans fin. C'est en dehors de Kant? Oui. Oui, mais c'est quand même. C'est vrai. D'abord, la finalité sans fin, il la trouve à partir de là. C'est dans un livre sur l'art. Il la trouve dans le fait qu'il y a un livre sur les facultés. Et ensuite, c'est à partir de ça qu'il essaye de penser une finalité qui n'aurait quand même une fin analogique, hypothétique, parce que on ne peut pas présenter le royaume des saints. Mais bon, pourtant, on ne peut pas non plus ne pas penser sans fin dernière. Mais aujourd'hui, voilà, c'est peut-être ça, je vois qu'il y a dans l'anticipation de la réponse. C'est peut-être ça qu'il faut vraiment penser sans fin. Dernière, je suis. Voilà. Je pose la question si c'est trop quantien, ça on ne peut pas un peu quantien, c'est ça exactement, si c'est des constructions un peu quantiennes, c'est facile, je sais pas. Non, mais par exemple, si pour un architecte qui était présent, je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement, un architecte qui travaille pour que les gens puissent faire n'importe quoi à la limite dedans. Ça c'est on suit un programme, donc il faut être fidèle au programme. Je suppose donc il faut pas obéir au
aussi, oui, mais peut-être ça veut dire aussi qu'il ne faut pas charger Forse l'architecte vieni de toutes les responsabilités. per portare là, soprattutto per prima, posso di fuoco, sempre di fattore. Qu'ils viennent soit dans les maisons, soit dans les bureaux, soit dans Magari ti pare sì tutto l'anno, faccio una cosa. Non so mai